Et donc, Monsieur Chassaigne avait considéré que c'était un intellectuel. Et par contre, moi je peux vous dire aussi que c'était un petit coquin. Parce que, oui, parce qu'un jour qu'il y a eu un directeur parisien des hôpitaux qui est venu pour voir l'état des lieux à Thiers, et bien en fait, vous savez comment c'est les visites officielles, on ne montre que le beau, on mange des gâteaux et on s'en va. Or, Guy, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a appuyé sur le bouton du 2e étage, donc hospice hommes et femmes, et en fait, tout le monde a eu honte de l'état des lieux. Voilà. Après, très très vite, donc à Thiers, il y avait 3 hôpitaux. Tu me reprendras s'il y a des erreurs. Hein. Donc 2 qui s'appelaient les hôtels du Dieu de la Charité, du Dieu neuf de la Charité, et un qui était administré par la ville, qui s'appelait le Dieu de la Trinité. Ensuite, donc, ces hôpitaux ont été réunis. En 1789, l'hôpital nationalisé était financé par la bourgeoisie locale qui possédait l'industrie. Et il faut savoir qu'une chose, c'est qu'en fait, dans la coutellerie, il y avait énormément de doigts coupés, et dans les forges, il y avait énormément de mains écrasées. Voilà, ce qui justifiait un petit peu la présence quand même de ces hôpitaux, pardon, excusez-moi. Donc si l'hôpital public est un lieu de détresse, maladie et mort, il est aussi un lieu de joie, naissance, guérison, progrès. Mais aussi de frustration, manque de moyens financiers et humains. Et d'où ton adhésion à la CGT. Très très vite, dès après ton embauche en 1974. Quand tu entres à l'hôpital de Thiers, comme plombier chauffagiste, tu as été licencié du privé en 1973 suite au choc pétrolier, tu as 23 ans. Tu y forges ta personnalité pour la défense des services publics et du service public de la santé. Tu es donc membre de la CGT. À l'époque, la CGT est quand même très liée au Parti communiste. Tu es également membre du Parti communiste jusqu'à ce que tu le quittes. Et si pour les religieux, le mot soin, c'est la bienfaisance, pour toi et les laïcs, le mot soin, c'est assistance et solidarité, 2 notions toujours mises en cause. Et donc, Guy va nous parler donc de la place de la CGT, parce qu'il faut dire que sur 242 personnels, il y avait 46% de personnel syndiqués à la CGT. Donc vous voyez, c'était quand même extrêmement important, d'où je pense l'importance de ce petit livre. Voilà Guy, je te laisse la parole. Bien, merci. Merci de votre présence. Même si elle est un peu restreinte, l'actualité peut-être une des causes. Le temps peut-être aussi. Enfin bon, voilà. En tout cas, c'est sympa de venir, d'autant plus que c'est quand même un peu particulier d'écrire un livre sur un hôpital, en l'occurrence fait par un ouvrier qui y travaillait. Alors avant de répondre à vos questions, éventuellement, après avoir abordé un certain nombre de choses, je veux vous préciser que mon livre retrace mon activité professionnelle et syndicale, bien sûr dans la CGT, au sein de l'hôpital de Thiers, durant une 40aine d'années. Je remercie donc l'association Le Temps des Cerises pour son invitation, et particulièrement Carola qui a été maître d'œuvre dans cette démarche. Alors un petit avertissement, mais je sens que ça va pas trop mal, c'est que l'exercice qui m'est proposé ce soir ne m'est pas coutumier. En effet, prendre la parole devant une assistance n'est pas chose facile. Ce qui me génère pour moi un peu de stress et de difficulté à maîtriser ça au vu de mes problèmes cardiaques. Enfin, je vois que ça va pas trop mal. Donc voilà, depuis le mois d'octobre, donc je fais quelques salons du livre, je fais des interventions un petit peu sur Thiers. J'ai présenté mon livre aux anciens agents de l'hôpital de Thiers lors d'un repas de fin d'année. Enfin voilà, j'essaye par tous les moyens, bien sûr, de promouvoir un peu le livre, bien sûr, puisqu'il faut bien y vendre. Alors, ce livre-là, c'est une promesse.
C'est une promesse que j'avais faite quand je travaillais, parce qu'il y a eu tellement d'événements sur l'hôpital de Thiers dans cette période que je me disais toujours, il faudra écrire quelque chose, quoi. Il faut écrire quelque chose. Parce que c'est trop important. La réponse aux besoins de santé sur un territoire est très importante et effectivement on a eu beaucoup de difficultés. On y reviendra, on en parlera. Donc déjà ça a été une première satisfaction de voir aboutir ce projet en octobre. J'ai quand même travaillé près de 11 ans avec beaucoup de difficultés. Je ne suis pas un écrivain, je n'ai pas la facilité de traduire tout ça par des phrases, etc. Mais bon, j'ai été aidé un peu par une camarade qui travaillait avec moi à l'hôpital, qui a été secrétaire administrative à l'Union départementale santé, surtout à la fin, parce que j'arrivais plus à remettre en ordre tout ça. Donc elle m'a considérablement aidé. Je la remercie, Odile Saint-André. Voilà, donc une satisfaction, d'autant plus qu'au sein du syndicat, il y avait du matériel. Il y avait du matériel, des photos, il y avait des tracts, il y avait des lettres qu'on a échangées avec les administrations, avec la mairie de Thiers. Donc j'ai dit ça, il faut y faire vivre. Il faut y faire vivre parce que c'est notre mémoire, mais ça doit servir aussi la mémoire plus tard. Parce qu'il y en a peut-être dans quelques années qui écriront des choses sur l'hôpital de Thiers et il y aura quelques repères. Voilà. Alors, je l'ai sous le conseil justement de ma camarade là, j'en ai fait un récit chronologique en partant donc de 1974, comme disait Carola, c'est là que je suis rentré à l'hôpital le 1er janvier. Et j'ai fait ça jusqu'en 2011, départ de ma retraite. Alors je vous disais, un écrit qui s'appuie sur des événements historiques, effectivement, il y a la description de ce qu'étaient les hôpitaux d'Antier, mais alors c'était des hôpitaux de charité, c'était des hôpitaux surtout où tous les mendiants, toutes les personnes qui traînaient dans les rues, il fallait, à certaines époques, il ne fallait pas qu'ils soient dans la rue, donc ils étaient mis dans ces hôpitaux, quoi. Ils étaient recueillis. Et il y a eu des évolutions, et c'est de là qu'est venu donc l'hôpital de Thiers, l'hôpital hospice de Thiers, rue Mancel-Chabot. Ce livre, donc, s'entremêle des faits, des expériences, des découvertes, bien sûr, et des réalités. Mes premières années à l'hôpital de Thiers a été, et surtout au début, quand j'ai commencé, j'avais 23 ans, je connaissais, on ne connaît pas comment fonctionne un hôpital. On y est quand on y rentre parce qu'on est malade, on est du côté du soin, mais derrière tout ça, derrière les soins, il y a une animation permanente, il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de personnel, il y a des grades divers. Et puis, donc, je suis rentré dans un hôpital vraiment vétuste, où il n'y avait pratiquement que de la médecine. Il n'y avait pas de chirurgie. Il y en avait eu antérieurement à mon arrivée, mais le chirurgien donc, était parti, il n'avait pas été remplacé, donc la chirurgie n'existait pas. Il y avait une maternité, et il y avait surtout des hospices. Sous les toits, les hospices femmes, au premier sous-sol, les hospices hommes. Il y avait un grand pavillon où il y avait aussi des personnes plus valides, des personnes âgées. Il y avait un petit morceau de sanatorium où il y avait des terrasses et
quelques années avait fonctionné un peu, mais après ça s'est arrêté, surtout la tuberculose. Voilà. Donc je rentre dans cet hôpital où en termes professionnels, il y avait beaucoup à faire. L'entretien, particulièrement dans mon domaine, c'est-à-dire la plomberie et le chauffage, était très complexe. Il y avait, je le dis souvent, des tuyaux un peu partout, dans les placards, dans les murs. On ne savait pas les réseaux, passer les réseaux, etc. C'était très compliqué. En électricité, c'était pareil. Il n'y avait pas de protection. C'était tout des tabatières avec des fusils blancs plomb. C'était vraiment complexe. Et il y avait un gros besoin de de services de soins importants. Et donc, bon, dans mes compétences, avec les responsables de l'atelier où je travaillais, on a fait en sorte d'améliorer ces situations, faire en sorte que quand on travaillait dans un service, il n'était pas nécessaire, avec des améliorations, de fermer tout l'hôpital pour réparer un robinet, par exemple. Voilà, donc on a fait redistribuer le réseau d'eau d'une façon différente, etc. Et ça dans tous les domaines. D'autant plus qu'il était déjà dans les tuyaux, c'est le cas de le dire, la nécessité et l'importance d'avoir un hôpital neuf. Et l'exigence des tutelles, c'était de dire, mais pourquoi un hôpital neuf? Regardez, vous faites que de la médecine, il n'y a pas de chirurgie. Donc les dirigeants de l'époque, particulièrement avec l'union de la gauche à Vapeuf et l'alliance avec les communistes et les radicaux de gauche, ont conditionné l'amélioration des services rue Marcel-Chabot pour faire la démonstration qu'il y avait la nécessité de cette construction et que l'offre qu'on proposait aux populations correspondait à leurs attentes. Donc il y a eu effectivement, il y a eu beaucoup de travaux et beaucoup d'argent investi dans cet hôpital qui était enchâssé dans les rues de Thiers, où pour passer c'était trop compliqué avec des camions. Il y avait des camions qui livraient du charbon, il fallait presque 2 ou 3 heures pour caler le camion pour pouvoir vider. Enfin, c'était très compliqué. Mais pour autant, il y a eu des améliorations par le fait de ces engagements qu'on avait pris. Voilà. Pour ça, comment dire, ce que je précise là va va cibler le reste de cette importance de la construction de l'hôpital neuf. Parce que les tutelles n'en voulaient pas un hôpital neuf, donc rester sur de la médecine, rester sur de l'hébergement de personnes âgées, mais pas de développement. Donc là, sur cette partie-là, il y a eu quand même quelques avancées. Il y a eu aussi, pour la construction de cet hôpital, il y a eu beaucoup de mobilisation des personnels et bien sûr des populations. On a eu organisé des manifestations dans les rues pour faire la démonstration aux tutelles qu'il fallait cet hôpital neuf. Dans cette période aussi, dans la première période, là, dans ces 20 premières années, on était dans la période de 81, avec le programme commun, bien sûr, mais on avait eu des discussions au sein de la CGT, je me souviens, assez tendues, avec la composition de la CGT, avec les camarades du Parti Socialiste, avec les camarades du Parti Communiste. Il y en a qui se battaient pour qu'il y ait
comment dire, des propositions beaucoup plus offensives que d'autres. Et je me rappelle les camarades de la Vairie depuis Guillaume, ou d'autres où il y avait un peu de force, les DF, les services publics, etc. On organisait des réunions dans l'hôpital, là, et ça fait railler, quoi. Ça fait railler. Et bien sûr, on avait une majorité au sein de la municipalité qui, pour certains, freinait un petit peu nos ardeurs, quoi. Et voire même tenter un peu de nous diviser. Mais bon, ils n'ont pas trop réussi parce que, à plusieurs reprises, lors des élections professionnelles, on a toujours été devant et avec des scores remarquables, quoi. Remarquables. Et on était pratiquement dans toutes les instances majoritaires de l'hôpital. Donc voilà, là peut-être qu'on y reviendra un peu dans la discussion, mais c'est des éléments assez importants. Et bien sûr, on a gagné, par la lutte, on a gagné la construction de cet hôpital neuf qui s'est ouvert en 88. Le 10 mai 88, je crois qu'on a déménagé en une journée. En une journée, on a déménagé les malades les plus fragiles. En une journée, ils avaient mobilisé les ambulances là, de tout le bassin de Thiers. Voilà, donc, et puis là, bien sûr, un confort nouveau, une amélioration certaine pour les personnels, mais quand même avec des difficultés. Il a fallu, bien sûr, qu'on continue de se battre. Pour la petite histoire, avant d'ouvrir, c'était avant d'ouvrir en 88, le personnel disait on va avoir des locaux beaucoup plus grands, des surfaces beaucoup plus grandes. Il faut des emplois, quoi. Il faut des emplois. Et avec l'aide d'Edgar Biguet, en quelques heures, en quelques jours, il s'est organisé une réunion avec Michel Charras, à la mairie de Pays-Guillaume. Un matin de bonne heure, la direction nous a même prêté une voiture. On est parti à 4 à la mairie et on est revenu avec 10 emplois pour l'ouverture de l'hôpital neuf. Donc, il était possible de faire des choses. Mais l'ouverture de l'hôpital neuf, pour les personnels, certains ils voyaient quand même, et ils en ont profité, bien sûr, l'administration, de réorganiser l'ensemble des services, et surtout les services qu'on appelle les services de prestation, tels que le transport du linge, tous ces services-là, ils les ont réorganisés. Les personnels étaient cloisonnés dans leurs services et ils n'allaient plus, comme à l'ancien hôpital par exemple, chercher le linge à la lingerie ou chercher la nourriture avec des gamelles, comme on dit, et ils se retrouvaient, là, les personnels de l'ancien hôpital se retrouvaient un peu tous ensemble dans un hall à attendre devant la cuisine, etc. Ils discutaient, tandis que dans le nouvel hôpital, on était là le matin à 6h, ou 7h quand on embauchait, et on y restait jusqu'à 14h. On n'avait plus d'échange avec les collègues de travail. Donc, et bien sûr, au travers de ça, l'administration avait gagné, entre guillemets, quelques gains de productivité, forcément. Et puis, dans cette deuxième période, donc après la construction de l'hôpital neuf, on a vu quand même un grand nombre de réformes. Vous avez certainement battu le pavé contre ces réformes qui ont tombé sur les hôpitaux, les réformes hospitalières, qui ont bien sûr gêné et freiné l'activité des hôpitaux, surtout dans le domaine des budgets. On avait un budget global,
Et insidieusement, d'année en année, ils ont mis en place, et ça c'était pratiquement à la fin de mon activité, ils ont mis en place bien sûr l'activité, la T2A, qui consistait pour les établissements à prendre l'activité les mieux rémunérées, telles que la chirurgie par exemple, où on opère peu de soins, peu d'hospitalisation, et là le tiroir caisse y s'ouvre. Voilà, donc du budget global, on a passé à des gestions un petit peu plus, je dirais, du tiroir caisse, quoi, un peu plus comme les entreprises, comme les établissements privés. Hein, il y avait une certaine, en plus ils ont organisé une certaine concurrence. Dans ces réformes, s'est mis en place les groupements hospitaliers de territoire. Alors là c'est pareil, ça a commencé sur le territoire de Thiers, entre Thiers et Ambert. Ils ont regroupé les deux établissements. Les personnels se sont promenés sur le territoire pour aller d'un établissement à l'autre, selon les besoins. Des directions communes, des objectifs communs, etc. etc. Auparavant, il y avait la DAS avait mis en place ce qu'on avait appelé les SROS première, deuxième, troisième génération, avec une offre de soins, là aussi ça a été vicieux. Là je faisais partie d'une commission à la DAS, avec la présidence était le préfet. Ils ont rassemblé l'ensemble de l'offre de soins publics-privés pour couvrir les besoins des populations, mais avec des objectifs quand même qui étaient complètement différents, bien sûr. Mais pour eux, ils considéraient que si tu ne trouvais pas satisfaction pour un besoin de santé dans le public, le privé était là. Voilà. Donc, c'est rajouté bien sûr les réformes autour des 35 heures, la 5e semaine de congés payés, ça c'était le résultat du programme commun. Toujours des réformes bien sûr avec plus ou moins de moyens. Par exemple les 35 heures, on est resté au milieu du gué, donc forcément ça manquait bien sûr pour l'organisation du travail, et la qualité bien sûr des soins s'en sont ressentis forcément, et on le voit d'ailleurs encore aujourd'hui, et les luttes qui ont été menées dans les années antérieures. Je vais, en venant là, je me disais tiens, il faudrait peut-être qu'on en parle ça, mais dans cette première période là des 20 ans, 70-80, pour vous faire la démonstration que les tutelles n'étaient pas intéressées par cet hôpital. Un hôpital, bien sûr, avec des disciplines, pas les disciplines de personnes âgées et de médecine. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais était sorti un film qui avait été tourné dans les couloirs de l'Hôtel Dieu et sur les coteaux au-dessus de Thiers, de Clermont, 7 morts sur ordonnance. C'était un combat, là, 7 morts sur ordonnance, c'était un combat public-privé, là, avec les mandarins, là, les médecins, les chefs, là. Eh bien, je pense que, sous une autre forme, on a peut-être à quelque part, à Thiers, subi un petit peu des pressions pour pas qu'il y ait de médecins ou de chirurgiens particulièrement, puisque c'était ça l'axe essentiel, viennent à Thiers, quoi. Et il y avait une petite ressemblance avec ce film, je ne sais pas si je ne me rappelle plus des acteurs qu'il y avait, mais ça nous reviendra certainement. Piccoli, entre autres, Depardieu, etc. Voilà, donc pour faire le lien, donc avec les réformes qu'il y a eu, particulièrement là, le blocage du numerus clausus, c'est vrai que les difficultés sont relatives au manque de personnel, quoi.
et particulièrement enfin, le personnel médical, bien sûr. Alors, bon, en même temps, juste avant que je parte, là encore avant 2011, il y a eu les réformes de l'hôpital, de son fonctionnement et sa gestion. On a dû mettre en place dans les conseils d'administration, on les a appelés les conseils de surveillance. Ils ont fonctionné comme dans les entreprises privées et dans les établissements privés. Bien sûr, avec la loi travail, il y a eu des modifications de la représentativité du personnel au sein des instances, plus des instances de gestion et d'accompagnement des moyens qui étaient donnés à l'hôpital. Dans le même domaine, en ce qui concerne la gestion de l'hôpital, les CHS en partie ont disparu. Donc là, ça pose problème effectivement au niveau des revendications concernant les conditions de travail. Et ils ont mis en place, bien sûr, les COG, les contrats d'objectifs et de moyens, les contrats d'objectifs de gestion, avec ce qui est décidé par les ARS, et tout ça avec le groupement hospitalier de territoire piloté par le CHU. Aujourd'hui, à l'hôpital de Thiers, les moyens qui sont attribués dans le domaine de la cardiologie, de la pneumologie, gynécologie, etc., c'est le CHU qui fixe ce qu'il peut attribuer pour assurer des consultations à l'hôpital de Thiers. Selon les dispositions, s'il y a nécessité d'opération, éventuellement tu restes à Thiers, ou autrement, la suite de tes soins, ce sera au CHU. Voilà un petit peu la démarche qui est suivie actuellement, avec de gros problèmes, bien sûr, de déplacement sur Clermont, quoi. Voilà, donc... alors, c'est un peu ça que je dis, mais ce qu'il faut voir, ce qu'il faut regarder dans ce livre que j'ai écrit, c'est on a eu des mobilisations importantes du personnel. On a eu de la syndicalisation. Certes, cette syndicalisation, elle a été beaucoup de passages. On a passé à la CGT, au syndicat de l'hôpital. Mais je dirais presque à une période, là, sur 350 personnels ou 400 qu'il y avait là, aujourd'hui on en est à 700, mais il y a eu beaucoup de personnels qui ont passé, beaucoup de personnels qui faisaient confiance à la CGT, d'autant plus, en plus, et ça je ne l'ai pas dit au début, mais et ça m'avait été reproché souvent par des directeurs, dans le cadre de mon activité professionnelle, j'étais en contact en permanence avec les personnels. En permanence. Dans ma servante, à roulette, avec les taux pour limer les joints ou les tuyaux, il y avait plus de tracts que d'outils. Et ça, la direction avait bien vu que j'avais ce contact avec les personnels, quoi. Et c'est vrai que dans la durée, 40 ans d'activité syndicale, les échanges que j'ai pu avoir avec les personnels, c'était des échanges, bien sûr, professionnels, de revendications, de propositions d'action, de propositions d'aller en réunion, de définir les actions, comment on pouvait les mener, etc. Mais c'était des relations presque de famille, quoi. Je connaissais toutes les filles, parce qu'on dit comme ça, toutes les filles qui travaillaient là, avec les difficultés qu'elles pouvaient avoir les unes les autres, chez elles, etc. Et là, au travers de ça, j'avais établi une confiance, quoi. Il y avait de la confiance.
la confiance. C'était amical et confiance. Et ça, quand il y avait des choses qui n'allaient pas, rapidement on pouvait organiser l'action pour avoir des réunions avec la direction. Il y avait des délégations, les filles elles venaient en délégation avec la CGT et elles s'exprimaient. Bon, des fois il y avait ça glissait un peu, mais bon, ça parlait du quotidien. Et on gagnait, on a gagné des choses, on a fait avancer des choses, même si c'était difficile. Moi je trouve que c'était formidable, quoi. C'était ce syndicalisme-là de proximité. Dans le même temps, bon, sur l'hôpital on y reviendra peut-être, certainement, mais dans le même temps j'étais secrétaire de l'union locale de Thiers. Et là, c'est une expérience formidable, parce que là, on a une diversité d'organisations syndicales dans des boîtes diverses, du privé, du public, la métallurgie, le plastique, la verrerie, l'EDF, etc., etc. Donc là c'est pareil, avec des contacts avec les camarades qui étaient responsables de leur syndicat, avec une participation à la Bourse du Travail, moi je trouve, maintenant, quand j'en fais le bilan, assez remarquable. Certes, il y a eu aussi des catastrophes industrielles sur Thiers, il y a eu des luttes pourtant, mais il y a eu des fermetures complètes d'entreprises. On a perdu des milliers d'emplois, qui a eu des répercussions sur l'hôpital de Thiers, sur les services publics. Donc c'est un tout ça, parce que l'hôpital n'existe que si autour il y a de l'activité, forcément. Et quand on a une industrie qui est relativement dangereuse au niveau du travail, eh ben, il faut un lieu de réparation, et par la lutte qu'on avait pu mener pour la construction de l'hôpital neuf, ça avait permis d'avoir des chirurgiens, etc., dans des compétences justement de la traumatologie. Voilà, il y aurait tant à dire, mais je crois que, je ne sais pas, bon, je ne veux pas gonfler plus, mais l'expérience dans ce livre, c'est une expérience pour aujourd'hui. Une expérience pour aujourd'hui, pour la lutte, pour... il me semble, quoi. Et puis, moi, alors, il paraît-il que tout a changé. Tout a changé, mais l'exploitation n'a pas changé. Le capitalisme, c'est le capitalisme, encore beaucoup plus féroce, encore plus féroce. Il s'attaque à tout ce qui peut rapporter de l'argent, et on le voit bien dans la transformation de ce que devient l'hôpital public là. On cherche qu'à mettre en place des choses qui rapportent de l'argent, et puis il faut lier tout ça au problème du financement de la sécurité sociale, des recettes de la sécurité sociale, de ses dépenses, etc. On voit aujourd'hui dans la discussion, dans l'actualité, des programmes mais qui sont catastrophiques si ça se mettait en place. Les exonérations, la moindre heure supplémentaire, il ne faut pas payer de cotisation. Mais où c'est qu'on va? Où c'est qu'on va aller avec des propositions comme ça? Il faut les combattre, il faut combattre ça, parce que c'est notre système de solidarité, c'est notre système de santé qui est menacé au travers de ces propositions. Voilà, je crois que bon, j'ai fait un peu le tour. De la parution de ce livre, de l'écriture de ce livre. Moi, j'invite, peut-être pas forcément là, mais quand je rencontre des camarades dans les réunions, dans les congrès, etc., quand on a vécu des expériences, un peu comme la mienne ou d'autres, je crois qu'il faut écrire, se faire aider, parce que je l'ai dit au début, c'est pas facile.
mais écrire et puis avoir une attention particulière quand on est dans une organisation comme les nôtres, de s'occuper bien des archives et puis d'en fabriquer aussi des archives, parce que aujourd'hui on est tous avec nos machins, nos téléphones, bazar machin, patacoufin, mais quand on sort une lettre, quand on sort un tract, il faut conserver tout ça, il faut le mettre de côté. Le papier, c'est très très important, très important. C'est la vie ben comme là, moi, de mes 40 ans, c'est tout ça, quoi. C'est tout ça. Voilà. Avant de terminer, je ne sais pas si je l'ai pris, je crois que je l'ai pris. Avant de terminer, et puis de discuter un peu de ça, je voudrais vous lire un petit texte que j'ai récupéré sur le journal des retraités, là. Vie Nouvelle. Je ne sais pas si c'est Vie Nouvelle. Qui me semble très intéressant dans le moment présent qu'on vit. Je vais vous le lire. Ségrégation sociale et raciale. Autrefois, Pierre Perret l'a trouvée plutôt jolie, Lily. Elle arrivait de Somalie, Lily, sur un bateau plein d'immigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Mais voilà qu'aujourd'hui, selon certains, pour sauvegarder notre culture occidentale, il serait urgent de prendre conscience que Lily est une menace pour le pays de Voltaire et Hugo. Ce n'est plus de Lily que nous devrions être solidaires, mais de Bernard Arnault, de Vincent Bolloré et autres voraces qui auraient le mérite d'être civilisés, quand bien même ils gagnent de l'argent en dormant sur le dos des valeureux vrais Français. Et tant pis si, grâce à l'optimisation fiscale et aux paradis fiscaux, nos élites patronales fragilisent la cohésion sociale. Ils détricotent le code du travail, détruisent nos services publics et bafouent la devise républicaine inscrite au fronton de nos mairies. Tant pis si la précarité, la misère, la faim progressent dans le pays. L'heure ne sera plus à la lutte des classes, mais à la sauvegarde du meilleur des mondes, le leur, blanc, judéo-chrétien, préservé de tout métèque. Elle aimait tant la liberté, Lily. Elle rêvait de fraternité, Lily. Ça, c'était avant. Bon, ben écoute, merci beaucoup. Eh bien, j'invite les personnes qui veulent intervenir à intervenir, à donner leur point de vue. C'est vrai que, comme tu le dis, tu étais très ému par ton intervention, que dans le livre, il y a beaucoup d'explications et de moments très vivants, très vivants, où tu expliques que plusieurs fois la mairie défenseuse du service public est dépassée par les décisions politiques du gouvernement. Et ça, c'est d'autant plus actuel que le gouvernement actuel prive les collectivités locales de leurs revenus classiques par la suppression d'impôts locaux. Voilà. Alors, moi, je propose que les uns et les autres, vous interveniez, vous donniez votre avis, vous posiez des questions à Guy. Qui va mieux qu'au début de son intervention. Oui. C'est pas une chose facile. Alors j'ai une question, savoir s'il y aurait une possibilité d'avoir le rapport cité en téléchargement sur internet déjà, pour le lire, avoir la même chose. L'intervention là? L'intervention. Non, j'ai pas fait, je l'ai prononcé comme ça, au fil. J'avais une deuxième question, savoir si des fois il peut y avoir un fanzine magazine avec des communications de brunch sur des sujets tels que le coiffage hyper, le dentiste hyper et le tatouage hyper. Il peut y avoir aussi le nettoyage hyper pied qui devient 4 points pour le retour à des choses. Il y a le cinquième,
Quand on parle de connaissances sur l'action et le commerce, l'objet, que le vêtement, que la friperie, et puis aussi le disque, Est-ce que quelqu'un a une autre question? Je voulais te poser une question. Effectivement, au début de ton intervention, tu dis qu'il y avait à peu près 440 personnes. Et là, dans le cours de ton intervention, tu as dit aujourd'hui, il y a 700 personnels. Oui. Comment peux-tu expliquer que tout au long de ton intervention, tu expliques qu'on manque de moyens matériels et humains et que par contre, tu finis par dire qu'il y a 700 personnels? Est-ce que ce sont les regroupements Berthière ou... Non, sur l'hôpital même. Alors, en partie, tu as raison, en partie. Parce que il y a... alors, au début que je suis rentré, moi, dans les années, en 74, dans les années 70, il y avait 200-250 personnes à peu près. Il y avait une maison de retraite et il y avait l'hôpital. Il y avait l'hôpital où il y avait de la médecine et les hospices, je vais l'expliquer. Mais après, s'est construit un hôpital psychiatrique. Donc, il y a eu des créations d'emplois dans ce domaine-là. Alors, à la suite des réformes, etc., bien sûr, il y a eu ces regroupements avec Ambert dans un premier temps, mais il y a eu des organisations du travail qui ont nécessité, alors, de façon partagée des emplois qui, par exemple, travaillaient 50% à l'hôpital à Thiers et 50% à l'hôpital d'Ambert. Mais en poste, ils étaient, sous la tutelle de l'hôpital de Thiers. Donc, ça fait des emplois supplémentaires. Et puis, il s'est créé des prestations nouvelles. Bon, j'en parle pas forcément précisément, mais par exemple, dans l'informatique. Dans l'informatique, il y a eu des informaticiens, il y a eu des techniciens, etc. Il y a eu des installations nouvelles dans la téléphonie, par rapport aux réglementations, bien sûr, et puis aux différents textes de loi sur la sécurité, etc. Il y a eu des besoins dans le domaine de l'incendie. Donc tout ça a fait qu'il y a eu des postes supplémentaires créés. Ils ont ouvert aussi des services, surtout dans l'administration, où il fallait faire des rapports, il fallait faire des projets. Il y a le contrat local de santé sur le territoire, par exemple, Thiers, Ambert, Billon. Là, il y a des rédacteurs, il y a des personnes qui travaillent dans ces domaines-là. Donc ça fait des emplois supplémentaires, bien sûr. Mais pas forcément plus dans les services de soins. Pas forcément là où c'est nécessaire. D'autant plus qu'il y avait eu la réduction du temps de travail de 40 heures à 39 et de 39 à 35 heures. Oui, les services administratifs se sont beaucoup développés avec des cadres, beaucoup de cadres, voilà, qu'on n'avait pas avant, autrefois. Et une hiérarchie très importante. Pour faire du management, il faut du monde. Absolument. Il faut des cadres, il faut des petits chefs. Absolument. Oui, mais enfin, pour qu'il y ait des cadres, il faut des encadrés. Oui, parce qu'il y a des fois, on peut se poser la question. Voilà. Et sinon, par contre, donc à un moment, tu cites quand même la maternité, elle était en danger. Et au moment de la 300e naissance, Oui. ils se sont aperçus qu'en fait, il fallait maintenir la maternité. Alors qu'Ambert a été fermé. Oui. La Lyon aussi. Oui. Là, ça s'est fermé, je me rappelle, en 2008, au printemps 2008, et j'ai participé à la réunion commune entre Thiers et Ambert. J'étais au conseil d'administration à cette époque-là de Thiers. Et ils ont joué au Monopoly, là, à cette époque. Je le dis comme ça parce que ça m'avait surpris. Ils ont fermé la maternité d'Ambert et au passage, ils ont donné le service de SSR, soins de suite et de réadaptation, qui était installé à Thiers, ils l'ont donné à Ambert, en nombre de lits. En nombre de lits. Ça veut dire qu'il y avait des gens, des malades, qui avaient été opérés par exemple, ou qui étaient en médecine, qui avaient besoin quand même d'un hébergement pour continuer leur convalescence, et bien de Thiers qui montaient à Ambert. Et les familles, moi j'ai un copain là, qui habite à Espoutou, là,
il montait tous les 2 jours voir sa femme à Anvers, qui était en SSR. Mais c'était du Monopoly, quoi. Mais ça rentrait dans ses objectifs de la tutelle, de mettre en place le groupement hospitalier de territoire. Et après, ça s'est déplacé d'une façon beaucoup plus grande sur la région, puisqu'il y a une partie de la région, il y a une partie du département du Puy-de-Dôme qui en fait partie, mais il y a une partie de l'Allier aussi qui en fait partie, qui est déterminée, enfin l'activité de ce groupement est déterminée par le CHU, par l'ARS bien sûr, puisque c'est la démarche politique, mais en termes d'organisation et de moyens, c'est le CHU qui distribue. Oui, moi je voulais poser une question. C'est l'hôpital a considérablement évolué dans ses modes de gestion ces 30 dernières années. Moi j'aimerais bien que vous nous parliez de l'évolution de la vie syndicale dans cet établissement. Parce que voilà, j'aimerais bien en connaître les réalités. Ça, c'est important. Et les réalités actuelles. Hein, parce que je pense que précisément, il faut qu'on mette en équation les transformations hospitalières et les nouvelles logiques de gestion de la santé et les réponses des personnels du syndicalisme. Qu'en est-il aujourd'hui? J'ai un peu de peine à répondre à cette question très pratiquement, parce que quand je suis parti à la retraite en 2011, là j'ai participé quand même un peu à l'activité du syndicat, c'est bien un grand mot, mais j'allais participer aux réunions que les camarades qui m'avaient remplacé faisaient les lundis. Mais j'ai vu un glissement quand même inquiétant. Un glissement inquiétant parce que d'abord, administrativement et par la loi, ils ont changé donc un certain nombre de les instances, le nombre d'heures, les délégations, etc. La CGT a régressé en termes de voix aussi. Bon, il y avait ça, mais et maintenant encore plus, ça s'est encore plus accentué, mais sitôt 2011, 2012, etc. Moi j'ai bien vu que les délégués étaient convoqués, mais plus dans une demande de l'administration à accompagner les plans de réorganisation de l'hôpital. Et les plans de régression budgétaire, quoi. On demande aux délégués pratiquement d'aller porter dans les services le cahier de revendication de la direction, quoi. Et puis il y a ça, mais je crois qu'on a une part de responsabilité. On a une part de responsabilité. Bon, bien sûr, quand tu te syndiques et quand tu prends des responsabilités dans un syndicat, il ne faut pas rester à ton niveau local. Il faut tendre à aller à la rencontre des autres camarades du CHU, d'autres établissements. Il faut aller te former, parce que c'est complexe dans quoi ils veulent nous amener. Et si on ne sort pas, si on ne s'extirpe pas de ça, là, pour lequel ils nous enferment dans des réunions, dans des réunionites, des commissions de travail à ne plus quoi en faire, là, etc., on perd, on régresse. Et voilà, et puis dernières élections, alors on est en 2024, ça doit être en 2020, 22, je pense, oui 22, 21 peut-être. La CGT n'a pas présenté de candidat aux élections. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de syndicat à l'hôpital Attier. Plus du tout. Je n'ai pas compris qui. Plus du tout. Plus du tout. Donc, voilà.
avec tout ce qui se passe, d'abord là, au sein de l'hôpital, forcément, il y a des choses, moi, je rencontre beaucoup des anciens, enfin, pas des anciens, mais oui, il y a des anciens, bien sûr, qui sont à la retraite, mais il y a aussi encore des actifs, et qui me le disent. Guy, revient. Non, mais je dis, attendez, vous vous rendez compte un peu ce que vous dites là, mais voilà, c'est ce climat-là d'engagement, quoi. Il faut bien sûr des engagements, et puis des engagements constructifs, quoi, il faut être ensemble, quoi. Il faut construire la lutte ensemble, collectivement. Et bien sûr, il y a l'UNSA, et puis la CFDT. Alors là, ils se sont partagés un peu le magasin, là. Enfin, bon, c'est un peu les cousins et les cousines, là. Enfin, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais et tout dans une démarche syndicale d'accompagnement de ce que veut bien la direction. Je le dis que les personnels n'auront rien à gagner de ce syndicalisme-là, quoi. Voilà, après, chacun y voit bien. Mais après, il y a une question qui renvoie, bien sûr, aux responsabilités de nos camarades qui ont des mandats au niveau du département, qui sont à la tête de l'Union départementale santé. Il faut recréer des conditions de contact, de présence devant la porte au moment de la sortie des équipes, etc. Parce je suis sûr qu'il y a des choses à faire. Je suis convaincu qu'il y a des choses à faire. Voilà. Mais c'est une très bonne question et dans le moment présent, je crois que ça vaut pour le syndicalisme, mais je crois que ça vaut pour l'ensemble de nos problèmes de politique et de société. En sachant que depuis 1936, il y avait un syndicat CGT. Ah oui, moi dans le livre, il y a des archives avec des déclarations en mairie du syndicat, etc. Bien sûr. Après, il y a peut-être aussi l'autre phénomène que tu notes dans ton livre, c'est qu'il y a une désorganisation du travail toujours à flux tendu. Les personnels sont toujours à flux tendu, du moins dans les personnels soignants. J'imagine que pour les autres, c'est un peu pareil. Et que les planifications des horaires sont très aléatoires. Ce qui fait que, contrairement à ce que tu disais avec ta servante à roulette, où tu pouvais... parce qu'à un moment, tu écris, c'est un petit village de personnel, donc très polyvalent, bon à tout faire, et le tractage était facile, parce qu'en fait, tout le monde se croisait à tout moment. Donc avec le nouvel hôpital, tu le notes bien, ce n'est plus possible, et je pense qu'avec les organisations actuelles, où tout le monde est à flux tendu, à flux incertain, avec des équipes aléatoires, c'est peut-être beaucoup plus difficile. Alors sinon, j'avais vu que Luc, tu voulais dire quelque chose. Oui, c'était assez simple. Oui. Tu veux prendre le micro ? Ben, peu importe, si on m'entend. Mais eux, ils n'entendent pas. Eux, ils n'entendent pas les personnes. J'arrive. Je vole, je cours. Non, pas trop vite. Oui, ce qui m'intéresse pas mal dans votre discours, c'était la notion de service public. On l'a complètement oublié maintenant. Pour moi, le symbole de la perte d'autonomie des territoires, c'est les maternités. Et là, vous en parlez tout à l'heure, et moi, ça m'a vraiment perturbé, parce que ce service public, parce que c'est un service public, la santé, on ne le dit jamais assez, c'est aussi cette lente dégradation qu'il y a eu dans le secteur de la santé, et notamment dans les hôpitaux, qui amène à cette situation terrible dans les campagnes et électoralement aussi, quand même. Donc, ce que vous dites là a beaucoup de sens pour moi, dans la structure même de notre société de maintenant. Comment les mécanismes capitalistes ont agi petit à petit pour qu'on arrive à ce qu'il y ait des territoires qui soient complètement des services publics et de maternité, puisque ça c'est la maternité. Sans maternité, dans les territoires, il n'y a plus personne qui vivent dans les territoires. Ou alors, ils se rapprochent pendant la maternité. C'est bizarre quand même.
Et c'est très, très emblématique, pour moi en tout cas, et ça a marqué un tournant dès les premières fermetures des maternités. Pour moi, c'était le tournant de l'amaigrissement de la santé en France, quoi. Voilà, on savait que après ça, on allait s'attaquer à l'os. Et actuellement, c'est le cas. Non seulement c'est le cas, mais moi j'aurais voulu, enfin, c'est dommage parce que j'aurais voulu avoir aussi une parole des syndicats lors de la crise Covid. Ça a été affreux, quoi. Enfin, ils en ont profité pour détruire carrément toutes les valeurs humaines. Et voilà, donc on a des personnels qui ont dû choisir entre soigner des gens et partir. Enfin, voilà, c'est quand même une chose qui est enfin, jamais j'aurais cru qu'on vivrait cette situation-là. Les médecins, les infirmières ont tous vocation à sauver les gens, à les soigner. Et ben là, non, c'était plus le cas. Donc voilà, c'est voilà, votre vécu, votre livre, je pense qu'il fait partie de tout ça, quoi. Et moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est que cette notion de service public n'existe plus, on ne veut plus en parler plus. Aucun gouvernement libéral ou capitaliste en parle. Il ne faut surtout pas rallumer la mèche avec laquelle on va brûler toutes les envies. Ouais. Bref, voilà. C'est, moi, je tenais à dire ça en tout cas. Oui, il y aura une question. Et là-haut aussi. Merci. Bonsoir Guy, un camarade. Alors, ton histoire me touche beaucoup parce que c'est une partie de la mienne et j'aurais souhaité que tu nous dises un mot, tu sais, à une époque où il y a eu le budget global et puis après on est passé au paiement à l'acte qui a tout modifié, tout aggravé et j'aurais souhaité que tu nous dises un petit mot là-dessus ce soir. Bon, je ne vais pas forcément bien développer parce que... Non, mais après... Mais voilà, c'était effectivement, moi, quand j'ai commencé à travailler, chaque année, il y avait un renouvellement du budget, pratiquement à l'identique, augmenté d'un pourcentage défini par les tutelles. Voilà, alors, il y avait certains établissements qui partaient pas trop mal parce qu'ils avaient de l'avance en termes de budget, qui avaient pas trop d'investissement, pas trop de dépenses à engager. Donc, ce qu'on leur donnait en termes de budget global, ça pouvait être satisfaisant. Mais pour d'autres, qui justement s'engageaient, comme ça l'a été à l'hôpital de Thiers, à être dans l'obligation de faire la démonstration qu'on était capable d'avoir des activités au-delà de la médecine et de l'hospice, et bien le budget global accordé, même avec les dotations supplémentaires, les pourcentages supplémentaires, ça ne suffisait pas, quoi. Ça ne suffisait pas. C'est pour ça qu'il y avait des batailles, des bagarres chaque année dans le cadre des dotations, des budgets qui étaient accordés aux établissements hospitaliers. Et après, bien sûr, pour freiner l'activité dans les hôpitaux, eh ben, ils ont mis en place, ce que tu dis, Momo, ils ont mis en place la T2A. La T2A a considéré que le malade était découpé en... alors, ils avaient des noms informatisés, là. Une appendicite, c'était... par exemple, on mettait tant de pansements, on mettait tant de fils, on mettait tant de temps pour faire l'opération, la personne restait tant de jours, au bout du bout, ça faisait tant d'euros. Voilà. Par contre, quand ça dépassait, quand il y avait des problèmes
dans ce parcours-là, où qu'il fallait plus de matériel, et ben, les administrations étaient un peu embêtées parce qu'ils n'avaient pas, dans l'addition de tout ce chiffrage, ils n'avaient pas les moyens, bien sûr, à un moment donné, et ça a poussé. Moi, je l'ai vu aussi là à l'hôpital. Avant que je parte là, ça avait commencé à être mis en place. C'est ils ont fermé des lits d'hospitalisation entre guillemets traditionnels, avec bien sûr des durées moyennes de séjour relativement calées par rapport aux pathologies qu'ils avaient à soigner, mais ils ont fermé ces lits-là, les lits de présence permanente, et ils les ont transformés en lit de journée, quoi. Enfin, tu rentrais à la journée, on te fait un soin, et puis si tout s'est bien passé, tu rentres chez toi, attention, tu rentres chez toi, mais il faut que tu aies une personne qui soit présente, autrement tu restes. Voilà, c'est des dispositions capitalistiques qu'ils ont mis en place. Comme font la Châtaigneraie ou d'autres établissements. Ils fonctionnent comme ça, avec des tarifs de séjour, bien sûr, exponentiels. Attends, il y a Jean-Claude qui veut intervenir. Monsieur Laoué. Je ne prends pas le micro parce que je vais pouvoir parler assez fort. Moi, je suis très sensible et on devrait être tous sensibles à votre témoignage parce que c'est quelque chose de rare et que l'histoire, la grande histoire, se fait avec ces témoignages-là qui ne sont pas communs parce qu'en général, c'est plutôt des intellos qui prennent le stylo mais c'est pas mon cas. pour écrire. Moi, je ne vous connais pas, je n'ai pas lu le livre, je ne connais même pas le contenu, mais sachez que vous devez être fiers de ce que vous avez fait parce que l'histoire, avec un grand H, elle a besoin de ce type de témoignage. On ne sait pas aujourd'hui, mais peut-être que plus tard, le contenu de votre livre sera utile à quelque chose, à cette période de nos vies et puis de la vie de l'hôpital de Thiers, etc. Donc, ne soyez pas timorés dans vos interventions parce que c'est bien ce que vous avez fait. Voilà. Merci. C'est important. Merci. Mais ça rentre dans un débat beaucoup plus large. On en discutait avec Maurice là, ça rentre dans un débat beaucoup plus large sur la culture. Il faut s'imprégner de tout ça. Il faut s'imprégner de tout ça. Et malheureusement, moi je le constate dans la CGT, on a reculé sur ces questions. Alors maintenant, j'ai pas une question précise à vous poser, mais peut-être quelque chose de plus personnel. Je n'ai pas lu le livre, hein, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je n'ai même pas lu le sommaire, etc. Mais moi, je voudrais vous demander, qu'est-ce qui vous a mené au syndicalisme? Est-ce que ça a commencé avant que vous ne travailliez à l'hôpital ou au moment où vous rentrez dans ces équipes de travail? Et puis après, vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y avait aujourd'hui plus de syndicats. CGT. Ah, CGT. Oui. Oui, voilà. Mais il y a donc l'UNSA et la CFDT. Et la CFDT. Et je voudrais que vous donniez votre point de vue. Comment se fait-il que la CGT ait disparu? Est-ce que vous avez des hypothèses là-dessus? Et puis maintenant, je ne sais plus si c'est vous-même ou Carola qui vous a présenté comme aussi un militant du Parti communiste français et que vous l'avez quitté. Et si ce n'est pas indiscret, moi, ça m'intéresse de savoir pourquoi vous vous êtes écarté du Parti communiste. Voilà. Mais... Il veut tout savoir. Ça fait beaucoup de questions. Il veut tout savoir. Je vais répondre déjà à la dernière. J'ai quitté le Parti communiste au moment de la prise de la direction du parti par Robert Ubu. Pour moi, je pense qu'il n'y a pas suffisamment d'engagement dans le domaine de la finance, dans le domaine de... C'est la pierre angulaire de tous nos problèmes quand même. Quand on y regarde de près, quand on parle du budget de l'hôpital, quand on parle du salaire des
du salaire des personnels, etc., etc. C'est l'argent derrière. Et je crois qu'on n'a pas suffisamment d'action politique dans cette direction-là, de l'argent, du capitalisme, là. Bon, un peu faible, mais pour autant, quand il y a des choses à faire avec des Chassaignes, là-haut, dans la 5e circonscription, je suis présent. Je suis présent pour honorer chaque année Marcel Collomb. J'interviens au nom de l'union locale, puisqu'il était à la CGT, Marcel Collomb, métallurgie. Il a été tué par l'armée allemande à Lyon le 16 août 1944. Il était au Parti communiste, donc il y a, entre guillemets, un partage des tâches. Il y a une gerbe qui est déposée par, j'espère encore pour un bon moment, qui est déposée par le député Chassaigne. Voilà, voilà un petit peu mes divergences que j'ai. Ça va pas assez loin, moi je dis, voilà, comme ça, tout simplement, ça va pas assez loin dans ce domaine-là. Ça va pas assez loin, et ça prive des réponses, ça prive à nos réponses et à nos attentes qu'on a. C'est pour ça que je reste quelque part assez indépendant de ce volet-là, et que je reste fidèle aux luttes syndicales, et manifestations dans les rues et compagnie. Il faut qu'on se bouge. Alors, qu'est-ce qui vous a amené au syndicalisme alors? Oh là là, syndicalisme, bon, j'avais 23 ans, donc je crois que j'ai dû participer à 2 ou 3 manifestations à Rion. J'étais à l'école à Rion, au collège, oui, ça s'appelait le collège professionnel, là. 2 ou 3 manifestations pour, en 68. J'ai pas grand souvenir de ça. J'ai pas dû bien me battre. Et je crois que quand j'ai commencé à voter, 1 ou 2 fois avant, là, j'ai voté Giscard. Ah bon? Ouais, mais j'avais pas trop de conscience politique, il me semble. Et puis à la maison, on parlait pas trop de ça. Mon père était chez Michelin. Il avait participé à des luttes, mais jamais on parlait de syndicalisme et pas trop de politique non plus. Et puis donc, la raison pour laquelle j'ai adhéré à la CGT, j'ai attendu 1 an parce que voilà, c'est un peu comme ça, quand on rentre dans la fonction publique, on a 3 mois de stage, 6 mois de contractuel et après on passe titulaire. Et puis là, il y avait un camarade qui travaillait avec moi à l'atelier, un peintre, parce qu'il y a des peintres aussi, qui lui était au Parti socialiste, enfin peut-être pas forcément adhérent, mais d'obédience socialiste, qui était à la CGT, et qui m'a dit, petit, il faudrait que tu te bouges un peu, il faut que tu adhères à la CGT. C'est vrai qu'à l'époque, dans l'hôpital, parce que c'était dans la continuité de la gouvernance municipale avec Sozed, comment c'était son prénom? Fernand. Fernand Sozed. Non. Sozed à la mairie. Fernand. Ah oui, pardon, excuse-moi, oui. Fernand. Donc, ça rentrait un peu par ce canal. Donc, ils étaient un petit peu dans cette obédience-là. Et beaucoup... à la CGT, il y avait pas mal d'adhérents, donc, et que la CGT. Que la CGT. La CFDT est arrivée qu'après, au moment de la construction d'un bâtiment pour la psychiatrie. Donc beaucoup après. Donc ils étaient tous CGT. Et tous pareils, au niveau des cotisations, par exemple, l'infirmière payait comme l'ASH ou comme l'ouvrier professionnel, etc. etc. Et après, j'ai pris très rapidement des responsabilités. Le camarade secrétaire du syndicat qui s'appelait Pierre Bloch, il m'a dit, bon, moi j'en ai marre, il faut mettre des jeunes, et là, c'est là que j'ai pris la direction du syndicat, et entre guillemets, je ne l'ai pas lâché. Et j'ai pris des engagements, dans les instances. Conseil d'administration,
la commission médicale d'établissement, les CAP, le CHSCT, j'ai fait un petit peu... et puis je suis resté 25 ans à la caisse primaire d'assurance maladie au niveau du conseil. Et puis des instances... nationales. Les instances nationales, la fédération, oui, j'ai dû faire 2 mandats à la fédération de la santé. Alors, au début, c'était les communaux, on était communaux et santé ensemble, après il y a eu séparation, et à la fédération de la santé. Quel était le statut de l'hôpital en 71, alors, enfin, à l'époque où vous y rentrez? C'était un statut similaire à la fonction publique. C'était, oui, il y avait des règles similaires à la fonction publique, mais c'était quand même de la fonction publique territoriale et hospitalière. C'était pas la fonction publique comme l'éducation nationale, par exemple. Pas du tout la même chose. J'avais une question. Les étudiants à Clermont-Ferrand sont plus importants à Montpellier, paraît-il, alors qu'à Clermont-Ferrand, il y a des étudiants apparemment qui sont venus pour rien par rapport à la construction dynamique des grandes surfaces, et qui ont été donnés à la dynamique nocturne sur les personnes qui ont fabriqué la théorie des grandes surfaces. Commerçant. Oui, je vais faire une petite parenthèse sur le fait que au niveau des dépenses de la sécurité sociale et de la protection sociale en général, il y a une mainmise de l'État qui s'est faite progressivement, lentement, puisqu'au départ, les dépenses de l'assurance maladie, etc., enfin des 4 branches de la sécurité sociale, étaient déterminées de façon paritaire entre les syndicats et puis le patronat. Et à partir de 97, enfin même avant, ça commençait déjà à magouiller pour qu'il y ait un certain nombre de syndicats qui soient plutôt du côté du gouvernement. Donc ça modifiait complètement les votes, bien évidemment. Mais à partir de 97, a été décidé l'ONDAM, qui est l'obligation nationale, c'est l'obligation d'assurance maladie, des frais de dépenses de l'assurance maladie. Et ces dépenses sont votées au Parlement depuis 1997. C'est le Parlement qui décide, sauf quand il n'y a pas le 49.3, etc., qui décide de la loi de financement de la sécurité sociale. Et donc, moi, ce que je voulais insister là-dessus, sur le fait que l'État, de plus en plus, prend la main mise sur la protection sociale, ce qui lui permet de faire ce qu'il veut. Et donc, ce n'est plus les citoyens, ce n'est plus le peuple, entre guillemets, qui décide, c'est l'État et ses représentants. L'ONDAM, c'est très important. C'est ce qui détermine le public et le privé des dépenses d'assurance maladie. Et avec un affaiblissement des remboursements et une augmentation des différentes, comme les forfaits, comme les franchises, etc., bien sûr. Et puis des dépenses supplémentaires quand on est hospitalisé. Chambre individuelle, l'hôpital de Thiers, 40 €. Je vais régulièrement, chaque année, à Durtol, 50 € la chambre, la nuitée. Et il y a 2 choses que je vais rajouter. Il y a le développement aussi au niveau de l'hôpital de ce qu'on appelle l'ambulatoire, qui vide les lits, qui donne une autre dimension aux soins, puisqu'il y a des hôtels qui se créent à proximité des hôpitaux. Donc, si vous voulez, les filles pour privé, enfin pour la restauration, etc. Et puis, je veux dire aussi, c'est l'importance de l'intérimaire. Parce que les équipes ne sont plus des équipes soudées, parce que les gens viennent, sortent, rentrent, c'est jamais les mêmes, ils ne se connaissent plus. Et il y a même des gens qui. Il y a tout un business autour de l'intérim qui est gravissime. Enfin, moi, je vois au niveau de Sainte-Marie en particulier, le rôle des intérimaires est capital. Autre chose que j'ai su, puisque je parle de Sainte-Marie, à partir du 1er janvier, Sainte-Marie sera plus un hôpital pour personnes âgées que pour la psychiatrie. Il faut le savoir. Voilà. Financiarisation, c'est clair et net. Bon. Il y a Néza qui veut. Sinon, très vite, pour répondre à Jean-Claude, il y a un décret de 1960 qui a harmonisé les hiérarchies universitaires et hospitalières. Donc c'était une harmonisation qui a pris fait et cause sur 10 ans à peu près.
Et sur les questions que viennent de poser Guy, alors Guy Dumoulin par contre, c'est également traité dans le livre. Alors, bonsoir et merci pour votre conférence. Moi, je veux revenir à un point que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est le recul du mouvement syndical. Et vous avez bien précisé que parce que les militants ils perdent beaucoup d'énergie dans des réunions, au lieu de faire du travail de base et discuter avec les personnels leurs problèmes et monter ça, ou bien de changer sur la situation en général et sur la situation des personnels. Et j'ai l'impression qu'il y a une grande conscience, moi je suis aussi dans la CGT, il y a une grande conscience de ce facteur principal de recul du mouvement syndical et de la CGT, mais les militants, ils font rien pour changer cette donne. Au lieu de perdre le temps dans des réunions et perdre d'énergie, ce qu'ils ramènent au mouvement et au rapport de force pour gagner des choses, c'est de discuter, c'est de organiser des combats, c'est ça. Et moi, toujours, j'ai cette question, pourquoi il y a cette conscience, il n'y a rien pour changer ça? Et merci. Je crois que là, je n'ai pas la réponse seule. C'est des réponses collectives qu'on doit avoir là-dessus. Effectivement, la question de la syndicalisation dans les entreprises, c'est important, c'est très important. Et puis au niveau politique aussi, des rapports de force, pas de la mollesse comme aujourd'hui, quoi, qu'on voit. Mais avec la syndicalisation, même par exemple à Thiers, la métallurgie, si on a 10 syndiqués à Thiers, pour un secteur aussi important, c'est ça qui pose problème, effectivement. Et on nous embarque régulièrement dans des réunions où on ne sert à rien, alors qu'on devrait effectivement... Et c'est là où j'en fais la démonstration. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça serait possible? Ce que j'ai fait moi aujourd'hui, bon, ça c'est encore une autre question. Mais c'est vrai que ce contact que j'avais, c'était un contact privilégié, quoi, entre guillemets. Et puis bon, après, il y a aussi la conscience des gens, quoi, de chacun d'entre nous. Comment est-ce qu'on continue d'accepter tout ce qu'on nous fait, là, ce qu'on nous propose, ou alors est-ce qu'on va être un peu dans la lutte, là, quand même, enfin, un peu beaucoup, même. La question est pertinente, enfin, votre interrogation est pertinente. C'est le cœur du problème, la syndicalisation, la lutte. Et l'engagement est faible, c'est ça. Alors moi, de ma petite expérience, j'ai peut-être un petit début de réponse sur cet engagement-là, si je peux me permettre. Justement, j'ai pu voir, je viens d'un gros laboratoire où il y avait une grosse équipe, très peu d'engagement solidaire. Il y avait cette perte un peu de citoyenneté et de solidarité déjà de base. Pourquoi être solidaire et se syndicaliser? En gros, c'était un peu ça la démarche globale, je dirais, du personnel à ce moment-là. Et là, moi, j'arrive dans une équipe maintenant ici sur Clermont et je vois, il y a beaucoup un serrage de coude incroyable et pour le coup, il y a un peu plus de solidarité, donc du coup, le syndicalisme vient. Donc je pense qu'il y a aussi ce problème d'effet de groupe, globalement. Et je pense que ce que vous disiez tout à l'heure avec les équipes qui ne se croisent plus, qui ne sont plus les mêmes, l'intérim joue beaucoup, je pense aussi, surtout dans le domaine de la santé, quoi. Et ça, je pense que ça vient aussi beaucoup de là, parce que comme forcément les gens ne se connaissent pas, ils ne peuvent pas échanger. Ils ne peuvent pas installer une nouvelle construction ou des échanges constructifs. Donc là, le collectif n'est plus là, en fait. Sans collectif, c'est difficile de faire du syndicalisme. Enfin, je pense. C'est peut-être ça le début de la réponse. Guy, il y a quelqu'un au fond. Oui, bonsoir. Alors
C'est un peu compliqué ce que je vais dire, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Ça va être très difficile de synthétiser ça en quelques mots. Je viens d'une autre boîte, une fonction publique, qui s'appelait les PTT. Je vais vous résumer la situation en 3 mots. J'ai commencé à bosser pour des abonnés, en 77. Puis en 93, j'ai bossé pour des clients. Et en 96, j'ai bossé pour des actionnaires. Comment ça a été possible, ça? De manière très simple. Le vieux rêve gaulliste qui consistait à intégrer les syndicats à l'appareil d'État n'avait pas pu se réaliser. Celui qui a réussi ça, c'est Mitterrand. Depuis 1981, ils n'ont eu de cesse, avec la complicité de ce qui s'appelle les partis de gauche, je vais de le lire, mais il y avait une petite musique qui disait depuis 1981, il n'y a plus de lutte de classe. C'est fini. C'est fini la lutte des classes. Maintenant, on a un gouvernement de gauche, c'est pas la peine de lutter. On va tout avoir comme ça. La lutte des classes a disparu. Pour la gauche, une partie de la gauche, moins la tête. Par contre, à droite, ils n'ont pas perdu le Nord. Ils ne nous ont plus appelés des ouvriers ou des salariés, ils nous ont appelés des collaborateurs. Et ça, je l'ai connu, moi. Je peux vous faire toute l'histoire de France Télécom, hein, qui est le PTT, qui est devenu France Télécom puis Orange. On nous appelait des collaborateurs. Et puis, on a commencé à mettre en place des élections corporatistes, hein, où on demandait aux représentants syndicaux de venir assister aux réunions de direction, aux réunions de décision. Ils sont même arrivés jusqu'au COMEX de France Télécom. Le COMEX, c'est le comité exécutif, et c'est une chambre d'environ une vingtaine de personnes, où il y a l'administration, le gouvernement, des intervenants extérieurs et les syndicats. C'est-à-dire qu'on a fait participer les syndicats aux décisions de transformation, de démantèlement. Le pire dans tout ça, c'est que les syndicats, tous, étaient au courant. Et nous, ça nous tombait sur la gueule. Et puisqu'on parle de la CGT la première, alors qu'ils étaient au COMEX, n'était pas au courant. Et la seule réaction de la CGT, de FO, je ne parle pas de la CFDT, ils étaient partie prenante de toutes les saloperies. Hein. Même, à la limite, je veux dire, la privatisation des PTT, c'est quasiment eux qui l'ont écrit. Hein. J'ai le rapport, c'est quasiment eux qui l'ont écrit. Mais la réaction des syndicats, pour citer les principaux, CGT et Force ouvrière qui étaient les plus forts à cette époque-là, c'était des grèves tournantes de 2 heures dans un service, de 1 heure dans un autre. C'était pas la grève générale, c'était des grèves tournantes. On en est là aujourd'hui de la disparition des syndicats à l'hôpital et dans toutes les administrations, dans toutes les grandes boîtes. Pourquoi? Parce que c'était devenu des collaborateurs. Moi j'appelle ça des collabos, mais bon, c'est assez violent ce que je dis, hein, j'en suis bien conscient. Hein. Tout le monde est au courant de l'épisode des suicides à France Télécom. D'accord? Même les syndicats étaient pas au courant dedans. Nous, on voyait tomber nos collègues, les syndicats étaient pas au courant, il n'y avait aucune réaction. C'est un mec de Sud qui un jour a pété les plombs et qui a tout foutu, qui a foutu un bordel monstre avec les médias. Et là, c'est sorti les saloperies que faisait la direction de France Télécom. Mais je suis désolé, les syndicats, et moi, je suis intervenu dans une réunion nationale là-dessus, où j'ai expliqué très clairement, et je maintiens mes propos encore aujourd'hui, une quinzaine d'années après, mais le centre de mes collègues, les syndicats en sont responsables à 50%. Parce qu'il n'y a eu aucune réaction alors qu'ils savaient tout. Aujourd'hui, il ne faut pas s'étonner de l'état des syndicats dans l'hôpital, à Michelin. On a affaire à des co-gestionnaires. On a affaire à des co-gestionnaires. Il n'y a plus de... Alors, ce qui est en train de se passer, là, depuis quelques mois, c'est que cette fameuse lutte des classes qui n'existait plus, tout le monde est en train de se la reprendre en pleine gueule. Et donc, il y a énormément de mouvements spontanés qui commencent à naître un peu partout. Les gilets jaunes, on en pense qu'on veut, mais c'était pas autre chose. Hein. Je veux dire, les gilets jaunes, c'était les gens qui ont été abandonnés par tout le monde. Hein. Alors, il y avait tout là-dedans, on est d'accord. Hein. Mais qui s'étonne des gilets jaunes? Surtout pas moi. Je suis désolé. C'est normal.
Là, qu'est-ce qui se passe en ce moment, là? Les manifestations spontanées contre le fascisme, contre ceci, contre cela. Il a fallu quand même que ça bouge sérieusement dans la rue pour que, enfin, les syndicats se mettent à dire « Oula, on va peut-être faire des manifs quand même ». Là, ils sont dans leur rôle. Et là, je suis d'accord. Et là, j'y suis avec les manifs syndicales. Là, j'y suis. Moi, je ne suis pas étonné de l'état du syndicalisme en France aujourd'hui. Ils ont collaboré pendant 40 ans. Alors, c'est très violent ce que je dis, j'en suis bien conscient. Mais je crois qu'on est dans une phase où on a toutes les possibilités de reprendre en main nos syndicats et nos partis de gauche. Je me permettrai d'apporter une nuance, c'est que je pense que dans les syndicats, et donc un certain nombre de collègues des impôts, puisque impôts ça faisait ça, on nous appelle maintenant finances publiques, tout en maintenant les anciennes structures, trésor, impôts, etc. Et je nuancerai dans le sens où nous avons quand même été des centaines, voire peut-être des milliers, à combattre contre l'orientation de nos confédérations. Et Dieu sait que ce n'était pas simple, sauf que comme il y avait effectivement des orientations de nos confédérations, donc des gros syndicats qui voyaient ça de leur siège parisien ou de leur permanence loin du personnel, parce que je pense une chose, c'est qu'un syndicaliste ne doit pas être permanent toute sa vie. Je pense très sincèrement, moi j'ai toujours été au moins 20% syndicat, 80% de mon boulot, parce que bon, en plus j'aimais mon boulot, mais je pense qu'un syndicaliste, et dans ma fédération donc des finances publiques, parce que maintenant c'est comme ça qu'on s'appelle, eh bien en fait je connais des camarades qui sont à la tête du syndicat depuis 20 ans, depuis 30 ans, et je pense qu'ils n'ont plus le lien avec les camarades de base. Alors donc je nuance quand même ce propos en te disant, Serge, et je pense que tu connais une personne proche de toi qui te racontait son combat dans le syndicat, en l'occurrence moi-même. Je pense que quand même on a été des milliers à essayer de maintenir le syndicat en l'état. Après, il y avait, à mon sens, je peux me tromper, mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est hors de l'ordinaire. On ne va pas dire que c'est extraordinaire, parce que les médias utilisent ce terme matin et soir. On est dans une situation hors de l'ordinaire. Là, tout à l'heure, je voyais des camarades qui me disaient « on va tracter, on va faire du porte-à-porte ». Et ça, c'est un phénomène, je crois que tout de suite, il y a la population sociale et ouvrière, elle reprend momentanément son sort en main. Ce sera peut-être qu'éphémère, mais quelque part, le terreau pour reconstruire nos syndicats, pour reconstruire nos partis, il est là. On le faisait avant. Oui. On le faisait avant, mais là, c'est massif. Oui. Là, c'est tout à fait... Les réseaux sociaux. Alors, numérique, on dit. Voilà. Alors sinon... Maurice. Ah oui, attends. Tout à fait. Alors Maurice, vas-y. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont en débat et on ne va pas pouvoir répondre à toutes. Et qui plus est, si j'ai bien compris, ou alors j'ai mal compris, la réunion de ce soir, c'était pour mettre à l'honneur un livre écrit par un salarié et un ouvrier dans un hôpital. Je reviendrai là-dessus. Ma première remarque, c'est on a un certain nombre de têtes chenues quand même dans la salle. Nous nous sommes engagés dans des batailles syndicales et politiques, en l'occurrence syndicales, dont on fait beaucoup état, avec un certain nombre de critiques par rapport au fonctionnement de nos organisations syndicales, alors qu'il n'y en a pas une qui n'a pas de problème. Elles ont toutes des problèmes, les organisations syndicales, quelles qu'elles soient, et quel que soit le secteur dans lequel elles opèrent. Mais ce que je retiens, c'est que quand même, si on regarde notre passé, nous avons effectué un combat syndical et un combat militant dans le cadre d'un rapport de force qui était particulier. Et j'aimerais bien qu'on réfléchisse sur le rapport de force politique qui existe aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il soit plus facile pour les organisations syndicales et pour d'autres de militer aujourd'hui lorsque le Front National, le Rassemblement National est aux portes du pouvoir. Ça, c'est compliqué. Et ça devrait beaucoup nous interpeller, et y compris réfléchir
sur ce qui n'a pas marché ou sur ce qu'on n'a pas fait durant toutes ces années. Et ça, c'est nous tous ensemble. Moi, je ne suis pas plein d'espoir. Oui, il faut tracter pour éviter que le Rassemblement national, tu l'as dit, ne rafle pas la mise, mais je suis quand même très inquiet et je ne suis pas d'un optimisme débordant par rapport à ce qui risque de nous arriver après le deuxième tour de cette élection législative. Malheureusement, je crois qu'on va beaucoup en baver dans ce pays. Bon, ceci dit, on ne pourra pas régler toutes ces questions ce soir. Là où on est, dans les organisations où on est présent, peut-être dans d'autres endroits, discutons de ces choses-là. La deuxième chose que je voulais dire, moi je suis très sensible à ce que des ouvriers, appelons un chat, puissent écrire. Parce qu'il existe une véritable culture ouvrière qu'on a mise sous le tapis. Et cette culture ouvrière, elle est riche. Peut-être que Guy y a fait insuffisamment référence dans son propos de tout à l'heure. Mais c'est en tous les cas, à mon avis, ça qu'il nous convient de valoriser aussi beaucoup, et ça fait partie du débat et de la première question que j'ai évoquée tout à l'heure. Mais il y a des militants, dans la sphère d'activité que je connais, qui ont écrit des livres sur leur activité professionnelle. Je pense à Amisol, je pense au Gravouze, je pense à EDF. J'ai les noms en tête de ces camarades qui ont écrit là-dessus et qui ont fait part de leur témoignage, de la façon dont ils ont milité, de la façon dont ils ont combattu. Ça vaudrait le coup qu'on y réfléchisse davantage et que peut-être on organise une série, alors vous ou nous, je parle là aussi de l'Institut d'Histoire Sociale, qui est quand même partie prenante dans ce département de ces questions-là, de pouvoir donner davantage la parole à ces militants ouvriers et d'encourager à ce que ces militants ouvriers, ils nous fassent part de leur parcours, de leur combat, et aussi de tout cet aspect culturel contenu dans le monde du travail. Parce qu'il y a une vraie culture qu'on occulte un peu. Je parle de culture parce que j'ai un caillou dans la chaussure quand même. Je le disais à Guy au tout début de cette réunion. Moi j'ai lu le programme présenté par le Conseil national, enfin par les forces de gauche réunifiées pour ces élections législatives. Je suis surpris, ou alors je l'ai mal lu, mais il n'y a rien du tout concernant la culture. C'est quand même une question. Et sinon, pour compléter quand même, il faut savoir aussi aujourd'hui qu'il y a à peu près 600 syndicalistes depuis plusieurs années, et notamment ces derniers mois, qui sont quand même en garde à vue, qui sont menacés de sanctions disciplinaires, et que, je veux dire, effectivement, c'est pas forcément facile dans de vouloir motiver des nouvelles générations. Après, chaque génération a son histoire et donc chaque génération fera aussi une partie de l'histoire. Sinon, écoutez, je propose qu'on clôt la conversation ici. Et par contre, je vous rappelle que le 27 juin, avec nos partenaires, les Amis de l'UMA 63, il y aura donc 1943, la rafle de l'Université de Strasbourg, avec Mathias Bernard, parce qu'il faut savoir que Clermont-Ferrand donc, avait accueilli les étudiants de Strasbourg. Voilà. C'est d'autant plus intéressant en ce moment qu'on traite quand même ce sujet sur un épisode bien sombre de notre histoire qui s'appelait la collaboration et le fascisme au pouvoir. Hein. Dans les temps présents, c'est important. Je voudrais rajouter juste pour les gens présents, concernant les associations des militants et les on avait tenu notre trajet le 28 juin. Elle est annulée et reportée à la rentrée en septembre ou octobre, mais on vous tiendra au courant. Donc l'Assemblée générale du 28 juin est annulée. Voilà. À cause de Macron. En tout état de cause, n'oubliez pas de voter. Merci à tous. Et pourquoi le temps des cerises Pardon? Pourquoi le nom? Oui, pourquoi le nom? Le temps des cerises? André Belleroy. Pourquoi quoi? Pourquoi le nom du temps des cerises? Ah, mais ça c'est une histoire, c'est parce que oui, venez, je vais vous expliquer. Ah, d'accord. Vous avez été Pierre? Guy est à votre disposition pour la vente des livres. Jean-Claude, si tu veux le livre, Guy est à ta disposition. C'est une histoire commune avec lui. Mais moi j'étais plutôt dans la cooptation. T'étais pas soignant? Non, j'étais forgeron. Forgeron et juste
justement les histoires étendent la population tiernoise. On avait besoin de se soigner, donc on s'est battu et on a adhéré à la CGT, voilà. Attendez, 40 ans de... Pierre, c'est bien la ville basse, l'hôpital. C'est bien la ville basse. Ah, alors, l'ancien hôpital, c'est la ville haute. Oui, mais c'est un EHPAD maintenant, c'est pas l'ancien hôpital. Ah, l'ancien hôpital, non. C'est démoli, c'est plus connu, ça. Ah oui. C'est trop, enfin, il y en a, faut dire. À qui c'est ça? Tout ça, c'est à moi. C'est une conférence au gros le jour. La nuit, c'est pour ça. C'est encore tout savoir. C'est vraiment limité. Donc, il y a une édition télégraphe. 3 semaines à Durtol. 3 gens. Le Lombard a fait des juillet. Non, Et Serge, t'as oublié de dire que Lombard a pas été fusillé. Lombard a pas été fusillé. le photographe, bien sûr. C'est 40 ans de changement. Il y a quelqu'un qui oublie son manteau là. C'est longtemps. C'est bon? Nickel. Merci encore. Oui. C'est cool. Ça a marché? Bah, je vais le savoir. Je l'ai pas. Ah, t'as pas testé? Non. Mais normalement, ça devrait être bon. Hein. C'est juste que on voulait tester la qualité du son parce que pour une conférence, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas un bon son. Oui, mais... Enfin, pour se servir d'une vidéo, quoi. Ouais, mais après, ça va être asynchro, quoi, avec tes images qui va être compliqué. Tu crois? Parce que tu l'as enregistré le son sur...